Bonjour à tous, enchanté de vous avoir ce matin. J'ai le plaisir d'être accompagné d'Anthony. Salut Anthony. Salut Benoît, bonjour à tous. Alors, ce matin, dans notre série d'ateliers Data for Business, on va parler de performance de call mailing avec un spécialiste, Anthony. J'espère que tu es arrivé avec tout ce que tu nous avais promis en termes de KPI. J'ai été creusé dans notre data pour sortir certaines métriques et c'est un sujet qui me tient quand même beaucoup à cœur. Donc heureux de pouvoir en parler aujourd'hui. Alors, pour finir de faire arriver un petit peu des gens, on va prendre 2 minutes peut-être pour se présenter rapidement, et puis on présentera un peu après nos boîtes respectives. Anthony, en quelques mots, comment t'es arrivé à lancer Starleads? Ouais, donc je suis cofondateur de Starleads. Moi, j'ai un cursus plutôt technique, voire très technique, parce que j'ai un master génie logiciel. J'ai développé des applications mobiles. J'ai travaillé du coup pendant 4 ans dans une startup qui développait un assistant, un concierge numérique. Et du coup, c'est là où on a commencé avec des amis à monter leur pôle technique et du coup à se plonger dans l'IA. Et au bout d'un certain temps, on s'est dit, mais ce serait pas mal quand même d'aller sur le canal téléphonique et de faire certaines choses dessus, parce que c'est un canal qui était quand même assez vieillissant, pas beaucoup de modernisation. Et on s'est lancé dedans il y a maintenant 4 ans. Donc notre société s'appelle Locuta. Et nous, ce qu'on fait, c'est qu'on édite du callbot, donc pour de la relation client ou pour de l'émission d'appel. Donc ça peut être pour de la prospection, pour de la qualification, pour des enquêtes de satisfaction. Et on en est venu à créer Starleads en cours de route. Parce qu'une société de prospection nous a dit on a des problématiques sur nos fichiers de prospection, ce serait pas mal qu'un robot puisse aller creuser tout ça. Donc j'en parlerai sur la présentation du produit, mais voilà comment on en est venu à créer Starleads. Donc un ingénieur qui est passé au sales. Exactement. Donc aujourd'hui, je suis plutôt technico-commercial. Super, merci beaucoup d'être là ce matin. Donc moi c'est Benoît, je suis chez Nomination depuis quelques années. Nomination côté data. À l'ordre du jour, ce matin, on va essayer de vous réveiller un peu en testant vos connaissances data. Deux, trois sondages histoire de se lancer. Anthony, tu nous l'as promis, j'espère que tu vas tenir la promesse sur les vrais chiffres, les KPI du cold calling, qu'est-ce qu'on peut retenir, et derrière les gourous de LinkedIn, si on regarde de la vraie data, qu'est-ce que ça donne? J'espère que ça va pas faire trop peur. Écoute, c'est pas d'effrayer. L'idée, c'est pas d'effrayer, mais de se donner des métriques réelles, parce que c'est toujours important de se confronter à la vraie vie et pas simplement à des stats dont on ne sait jamais d'où elles viennent. Et puis ensuite, on essaiera d'enchaîner avec 5 bonnes habitudes pour essayer d'aller chercher plus de perfs par rapport à ces stats. On a évidemment prévu une session de questions-réponses à la fin. Mais si vous êtes sympa avec nous, je vous encourage à poser vos questions au fil de la conversation, histoire que ce soit le plus live possible. Et pour ça, pour ceux qui ne connaissent pas la plateforme, vous avez en bas à droite un petit onglet chat qui vous permet d'interagir avec nous. Alors, Starleads, l'IA qui booste le cold mailing. IA, cold mailing, super mot-clé. Est-ce que vraiment vous faites de l'IA ou c'est juste du fake comme tous les autres? Ouais. Ça dépend ce qu'on appelle par IA. Il y a beaucoup de bullshit sur cette partie-là. Nous, l'IA, pour nous, sur cette partie-là, c'est un moteur de compréhension. Donc, c'est un moteur statistique qui va comprendre les intentions d'une personne et y apposer une réponse. Donc, aujourd'hui, on est en train de migrer sur des technologies LLM, ce qu'on appelle LLM. Donc là, on est vraiment sur de la génération de texte et un robot qui répond à tout. Mais oui, j'aime pas rendre l'IA hyper magique, puisqu'il n'y a pas non plus grand chose de magique derrière, c'est assez logique. Mais du coup, ouais, Starleads, c'est le renfort des équipes commerciales qui va prendre en entrée le fichier de prospection ou une base de prospects et qui va appeler les entreprises pour aller valider les informations qu'on peut avoir dans le fichier de prospection. Donc, est-ce que la personne travaille sur l'entreprise? Est-ce que le numéro est bien le bon? Est-ce que l'email est bien le bon? Et en faisant ça, on s'est rendu compte, quand on validait ces informations, qu'on avait un fichier qualitatif, on augmentait le taux de décroché d'environ 30 à 40%, voire même au-delà. Et ça soulageait les équipes, donc solution de confort. Et nos clients, par exemple, nos clients, ça va être Nomination sur la partie donc fournisseur data B2B pour fiabiliser les lignes directes, fiabiliser les prospects. Et ça va être les sociétés de prospection, parce qu'ils appellent beaucoup de standards aussi,
et que certaines entreprises qui appellent aussi du standard. Donc, on en reparlera du standard versus du mobile, mais aujourd'hui, je crois beaucoup sur la prospection sur standard. Donc ouais, un outil IA pour apporter du confort et de la performance aux équipes commerciales. Super clair. Alors, quelques mots sur nomination. Donc, nous, notre métier, c'est, comme tu le disais, c'est produire de la donnée. Donc, notre objectif, c'est de fabriquer l'audience la plus qualitative, la plus précise possible. Et ensuite, on va distribuer cette audience à nos clients, soit sous forme de carburant. Si vous avez les bons outils, on se branche à vos outils et on alimente vos CRM, votre marketing automation avec de la data. Ou sinon, si vous n'avez pas les bons outils ou si vous estimez que, par exemple, on a du mal à prospecter avec son CRM, on vous met à disposition des plateformes sales ou plateformes marketing pour exploiter notre data. On est finalement un peu dans la même case puisque notre objectif à la fin, c'est d'améliorer la performance de nos clients en leur permettant de travailler les prospects à plus fort potentiel et avec la meilleure data possible pour maximiser la performance. Allez, on va arrêter de parler de nous parce que ça embête un peu tout le monde. On va se lancer et je compte sur vous pour participer. Anthony, tu as évidemment la possibilité de participer également. Alors, une réponse, donc je suis pas sûr d'avoir toutes les réponses. Alors, première question, l'idée de ces 2-3 questions, ça va être de vous matérialiser un petit peu le sujet ou l'enjeu de la qualité de la data. Donc, première question, à votre avis, si on prend 100 personnes en France qui ont un job au 1er janvier 2023, combien auront changé à la fin de l'année? Alors, hop, je vais publier le sondage. Alors... Est-ce qu'à votre avis, c'est 10%, 20%, 30%, 40%? On parle de mouvement en interne, mouvement en externe. Petite tendance sur le 30%. Belle tendance sur le 30%. On vous laisse encore quelques secondes. Eh ben, vous n'êtes pas loin, puisque effectivement, en France aujourd'hui, sur 100 personnes qui ont un job au 1er janvier, en moyenne, il y en a une vingtaine qui changent de job à la fin de l'année. Moitié en interne, donc ça c'est plutôt dans les grosses structures avec les mouvements dans les BU, dans les filiales, et l'autre moitié en externe. Alors évidemment, si on prend des secteurs qui bougent un peu plus sur des secteurs du digital ou des fonctions dans le digital par exemple ou dans le commerce, on est effectivement plus proche des 30%. Mais bref, ça veut dire que si vous aviez un fichier super bien qualifié, hyper précis, 100% nickel au 1er janvier, vous auriez entre 20 et 30% de ce fichier prêt à être jeté à la fin de l'année. Et on le voit, c'est pas rien. Deuxième question, on fait la même chose, mais plutôt côté entreprise. Donc côté entreprise, pareil, à votre avis, sur 100 entreprises que vous aviez qualifiées dans votre base au 1er janvier, à la fin de l'année, combien auront changé un élément suffisamment important pour qu'on estime que la donnée ne soit plus qualifiée? Par exemple, je change d'adresse, je change de nom. Pour ceux qui aiment bien l'emailing, je change de nom de domaine. À votre avis, on est plutôt à 5, 10, 15 et donc là, tendance sur le 10%, moite-moite 10, 15. Allez, est-ce qu'on va encore avoir quelques votants pour départager? Bon, vous êtes à peu près la réponse que nous on observe en tout cas, et une fois de plus je précise, pas sur les TPE mais sur les PME et plus, on est plutôt sur l'ordre de 10%. 10% des boîtes, alors, peut-être que ça vous paraît peu, mais au final c'est quand même assez significatif, surtout si on le combine avec ce qu'on vient de voir tout à l'heure sur le mouvement des personnes. Donc, ça veut dire que globalement, ce qu'on appelle dans notre jargon le taux d'obsolescence d'un fichier, donc c'est-à-dire le pourcentage d'un fichier qui devient incorrect au bout de 12 mois, est de l'ordre de 30%, 20% sur la donnée de contact, 10% sur la donnée d'entreprise. Ça, c'est la moyenne. Et quand vous travaillez sur, par exemple, des niches comme des startups ou sur des fonctions un peu sympas comme fonction marketing, fonction commerciale, vous pouvez avoir encore du churn et de l'obsolescence encore plus grande que ça. Donc, globalement, en 2 ans, les 2/3 de votre fichier ne servent plus à rien. Ce qui est, globalement, vous me l'accorderez, un peu violent. Dernière question, juste pour se marrer. Celle-ci, elle devrait être assez facile. À votre avis, Carrefour, combien de salariés?
Celle-là, elle est hyper facile. Anthony, tu la connais par cœur. Ouais. Je répondrai pas pour influer le vote. Alors, bon, là, normalement, petite tendance sur les gros chiffres. Ah, je me suis rendu, ouais, effectivement, le 4, c'était pas 1 million, je me suis un peu emballé, c'était 200 000, c'est le sondage qui avait raison plutôt que la présentation. En fait, juste pourquoi je voulais vous poser cette question, pour vous montrer que la donnée, en fait, contrairement à ce qu'on pourrait tous croire, il n'y a pas de source de données vraiment fiable. La single source of truth, comme disent les Anglais, est toujours quelque chose d'extrêmement compliqué à trouver. Là, je vous ai fait une capture d'écran d'une boîte qu'on aime beaucoup, qui s'appelle Papers, qui met à disposition tout l'open data fabriqué en France, et notamment l'open data sur les entreprises. Et vous voyez que Carrefour, officiellement, son effectif en 2023, c'est 0 salarié. Alors, plein de raisons diverses et variées pour que on en arrive à ça, mais simplement pour vous dire, pour faire toucher du doigt la difficulté à aller trouver une source de données fiable pour essayer d'avoir des fichiers qualitatifs, puisqu'on se l'est dit, hein, ça bouge beaucoup sur les personnes, ça bouge sur les entreprises, et en plus, les sources de données ne sont pas toujours fiables. Donc, ça, c'est le point de départ. La qualité de la donnée est une vraie problématique. Et je crois, Anthony, tu as quelques stats à nous partager là-dessus. Et je suis assez rassuré parce que c'est assez raccord avec ce que tu viens de dire. Donc, ça veut dire qu'on n'est pas loin de la vérité. J'ai été creusé dans notre base de données. Alors nous, on a fait plus de 300 000 appels cette année avec Starleads. Donc sur différentes typologies, donc autant du grand compte que de la PME, que de la mairie, donc vraiment assez large comme cible. Donc c'est assez représentatif de la réalité. Et ce que j'aime bien dire, c'est que quand on prend un fichier de prospection, donc si je prends 100 personnes, je vais avoir environ toujours 30 à 40% de ce fichier qui est inapte au call. Pourquoi ? Parce que c'est 30 à 40% du fichier qui est en fait injoignable. Donc au bout de 3 tentatives, parce qu'on fait jusqu'à 3 tentatives. Et donc c'est 40% de productivité de commerciaux perdus dans le vide. Et ces 40%-là, il vaudrait mieux les passer sur la partie du fichier qui est joignable, et donc les 60% restants. Autre statistique qui fait hyper mal et qui est assez déceptive, c'est qu'en général, nous, sur les fichiers qu'on fait passer dans Starleads, on est à 9-10% de numéros non attribués sur la totalité du fichier. Ce qui est quand même énorme, ça veut dire que on a 10% du fichier. Ouais, alors c'est pas des 40 plus 10, hein, ça fait partie des 40%. On a carrément 10% des numéros qui ne sont plus attribués, donc c'était la politique de l'entreprise de changer de numéro. Donc ce que tu disais, Benoît, en amont, c'est pour ça que j'étais pas surpris de la politique de changement d'information. Effectivement, quand on vient cumuler le manque de joignabilité plus de la donnée obsolète, ça vient dégrader la performance commerciale. Donc ça, c'est sur la partie joignabilité. Ensuite, je me suis amusé à regarder le taux de prospect, nous, qu'on a invalidé. Donc, qu'est-ce que c'est un prospect invalidé pour nous ? Quand on va demander au standard ou à une entreprise, est-ce que monsieur Untel est toujours votre directeur des opérations, par exemple ? Et on nous répond non. Et donc, un prospect invalidé, c'est soit le numéro ne mène pas à la bonne entreprise ou pas au bon service et du coup, ils n'ont pas l'information. Donc, c'est pas le bon numéro pour joindre la personne. Soit c'est un prospect qui ne fait pas ou plus partie de l'entreprise. Et donc, nous, ça représente 20% des prospects. Donc, ça rejoint complètement la statistique que tu donnais. On est sur la même stat. Et effectivement, quand on vient cumuler le fait d'avoir 40% d'injoignables plus 20% du fichier, on arrive potentiellement, on est plutôt sur du 45-50% d'un fichier qui est inexploitable sur du call. Donc là, si on réfléchit, on se dit que ça fait quand même mal en termes d'investissement humain si 50% du temps et des ressources sont voués à avoir très peu de performance commerciale. Sans parler de la motivation des commerciaux qui se prennent des bâches sur bâches quand ils essayent d'appeler. On en parlait juste avant le webinaire, la difficulté de recruter des commerciaux et la difficulté de les garder aussi. C'est clair. Donc autant les faire travailler sur des fichiers de bonne qualité. Je me suis amusé à faire un comparatif entre deux fichiers. Donc là, j'ai fait un screenshot d'une campagne du reporting d'une campagne sur notre plateforme.
on pourra admirer mes dons de surligneur de graphique. Ce qui est intéressant, nous, quand on fait tourner un fichier, c'est qu'on peut avoir une vision de la qualité du fichier. Comment on s'en rend compte? C'est en regardant la proportion de prospects invalidés par rapport aux autres proportions, et notamment la proportion de prospects validés. Et là, sur ce fichier-là, on se rend compte que la proportion de prospects invalidés, elle est conséquente. Elle est quasiment équivalente à la proportion de prospects validés. Et à ce moment-là, on se dit, faut regarder comment était constitué le fichier, mais on se dit qu'il y a certainement une problématique, soit de scrapping, soit de date du fichier, de son âge. Et donc, il y a un mythe, c'est de se dire, alors généralement, j'ai des gens qui me disent, moi, je scrape ma donnée sur LinkedIn, j'ai pas de problématique de qualité de fichier. Ça me fait assez sourire parce que je pense que si on mesurait et que on faisait une analyse du fichier avec notre outil, on se rendrait compte qu'une bonne partie des prospects sont invalides parce que sur LinkedIn, on a une grande proportion quand même de data obsolète. Et quand on regarde un fichier qui est plutôt qualitatif, là j'ai pris, on est sur deux extrêmes, et là c'est un fichier qui vient d'un fournisseur data B2B, donc c'est pas étonnant. On se rend compte de la proportion quand même de prospects validés, et là on peut s'attendre à avoir une vraie performance commerciale derrière, parce qu'on va savoir que quand on appelle le numéro, le prospect a été validé par le standard, donc ils ont l'information et potentiellement ils vont pouvoir faire la mise en relation. Et ça c'est hyper important d'appeler des numéros où ils ont au moins l'information, ils ont pu valider le prospect. Donc là, on n'est quand même pas du tout sur les mêmes ratios. C'est clair. Juste pour remettre une pièce dans la machine sur LinkedIn et la qualité de la donnée dans LinkedIn, juste une anecdote pour vous illustrer à quel point Anthony a raison. Chez Nomination, on est 70, incluant des profils de dev, incluant des profils data qui sont pas à fond sur LinkedIn, et loin de là. Et si vous allez sur la page entreprise de Nomination, vous allez voir qu'il y a 92 personnes qui travaillent chez Nomination. Donc il y a à peu près une trentaine où c'est soit des anciens collaborateurs dont certains sont partis il y a très longtemps, soit des gens qu'on ne connaît pas. Donc juste pour vous donner une idée sur une boîte qui est une petite PME sur laquelle il y a peu d'intérêt pour qu'une personne dise qu'elle travaille chez Nomination si c'est pas vrai. Voilà. 92 personnes sur LinkedIn, 70 personnes dans la réalité. Vous voyez un peu l'écart de ce qu'on peut trouver quand on scrape à la volée, quoi. Je suis déjà tombé sur des pépites où le standard nous disait, non, la personne est partie en retraite il y a 10 ans. Dans certains fichiers. Ça fait un peu peur. Mais surtout, tu imagines quand tu es commercial, comment tu rebondis derrière? Ouais, c'est compliqué de montrer le professionnalisme de la démarche. C'est clair. Donc, là, normalement, on a réussi à attirer votre attention sur deux points clés. La première, c'est la data. C'est pas aussi évident que ça. On a un sujet d'obsolescence, un sujet de qualité. Et puis, on le voit bien, on a des enjeux de performance quand on exploite le canal de call mailing, parce que on a parlé des 40% des personnes qui ne décrochent pas. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on abandonne le call mailing ou on essaye de faire en sorte d'optimiser son investissement? Alors nous, notre conviction chez Nomination, c'est que le call mailing est un levier indispensable en complément des autres leviers que sont l'email, le social selling. Mais aujourd'hui, une équipe commerciale performante ne peut pas passer à côté du canal téléphone. Donc là, on a essayé de rassembler quelques bonnes pratiques, quelques bonnes habitudes qu'on peut observer chez nos clients pour essayer de vous partager les meilleurs tips possibles. Alors, ça va vous paraître basique, mais néanmoins, c'est le fondamental qu'on a tendance souvent à oublier. Aujourd'hui, le call mailing, c'est du temps. C'est du temps commercial. C'est du temps commercial qui est jamais le meilleur temps commercial vu des équipes. Donc, c'est un moment d'investissement qui est significatif. Pour donner envie à vos équipes de faire du call mailing, il faut mettre en place des rituels. Il y a beaucoup d'intensité commerciale qui est mise à ce moment-là. Évidemment, si vos équipes travaillent sur des fichiers qui ne sont pas 100% dans votre cible, qu'est-ce qui va se passer? Ils vont décrocher des rendez-vous avec des prospects qui ne servent à rien. Et quand on connaît le taux de conversion par call mailing, autant être tout de suite directement dans la bonne cible. Alors, dans la bonne cible, c'est quoi pour nous? C'est deux éléments clés. Et une fois de plus, c'est les fondamentaux. Premier élément, c'est la bonne entreprise. Une fois de plus, vous allez me dire, c'est complètement évident de travailler la bonne entreprise. Pas si évident que ça. Une bonne entreprise, à minima, c'est quelqu'un qui est dans le secteur que vous souhaitez, avec la bonne taille de boîte.
2 exemples qui vous illustrent à quel point c'est pas aussi évident que ça d'aller chercher le bon secteur et la bonne taille d'entreprise. Si par exemple vous voulez prospecter des boîtes dans l'énergie et que vous utilisez le code NAF, jamais vous allez pouvoir prospecter Total. Total Énergie maintenant. Pourquoi ? Parce que le code NAF de Total, c'est activité des sièges sociaux. Vous êtes d'accord avec moi, c'est pas complètement parlant. De la même manière, si vous me dites, moi je veux prospecter de la petite structure de l'assurance parce que je veux leur vendre des choses et je cherche plutôt des agents généraux, des petites boutiques, moins de 10 collaborateurs, pas de souci, vous allez pouvoir prospecter Generali France qui officiellement a entre 6 et 9 collaborateurs. Generali France, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un peu plus de 5000 personnes en France. Donc 2 points pour illustrer la complexité, notamment quand on va utiliser simplement de la donnée légale, de l'open data, pour aller cibler ces bonnes entreprises. Et puis, au-delà de ces 2 critères clés, il y a évidemment des critères bonus et qui sont parfois des critères indispensables. Par exemple, chez nous, un des critères indispensables pour toute notre activité de prospection, c'est le type de clientèle, où on vise uniquement des entreprises B2B. C'est un critère qui n'est pas aussi évident que ça à aller chercher. Bon, il se trouve que chez nous, on le qualifie à la main, donc on arrive à avoir des informations assez intéressantes. Mais évidemment, si vous vendez des solutions B2B et que vous prospectez des entreprises B2B, vous allez peut-être décrocher des rendez-vous, mais il ne va pas se passer grand-chose. Et puis ensuite, on peut imaginer plein d'autres bonus en termes de critères. Est-ce que vous voulez des boîtes indépendantes ou est-ce que vous voulez travailler des filiales de groupe ? Si vous voulez travailler des filiales de groupe, attention peut-être au process achat. Est-ce qu'il y a des actualités qui sont plus pertinentes pour vous ou pas ? Bref, travaillez évidemment ce premier palier de la bonne boîte. Et une fois que vous avez la bonne entreprise, évidemment, le bon prospect, c'est le bon contact dans l'entreprise. Et pour ça, visez la bonne fonction. Et là, attention aux mots-clés. Les mots-clés sont malheureusement pour ceux qui utilisent principalement du LinkedIn, c'est essentiellement ça qui est à votre disposition. Et pour autant, on le sait, il existe des milliers de manières d'appeler ne serait-ce qu'un directeur commercial. Entre le DIRCO, directeur commercial, sales manager et autres VP Sales, vous avez une pléthore de noms. Nous, on est aux premières loges et on voit régulièrement des entreprises qui sont bien plaisir dans les intitulés de poste. Donc, essayez d'avoir une approche un peu plus rationalisée avec des fonctions normalisées, parce que quand vous prospectez, notamment par téléphone, il faut être précis. On ne parle pas de la même manière à quelqu'un qui est directeur export que quelqu'un qui est directeur grand compte, par exemple. Ça semble évident quand on le dit, mais faut-il encore avoir la data en amont pour structurer ? Et puis pareil, c'est quoi le bon niveau d'interlocuteur pour vous ? Des fois, on a des clients qui viennent nous voir en disant « Moi, je veux absolument parler aux top décideurs, je veux parler que aux gens qui sont au CODIR ou au COMEX du SBF 120. » Ok, est-ce que vous avez vraiment la proposition de valeur ? Est-ce que vous avez vraiment les commerciaux pour faire ça ? Ou est-ce que, en vrai, il faut plutôt passer par un peu plus en dessous des responsables, voire des opérationnels ? Bref, choisissez votre bon niveau, choisissez votre bon combat. Premier élément clé, évidemment, un listing 100% dans votre cible. Anthony, qu'est-ce que tu peux nous donner, toi, comme bonne pratique ? Alors, je vais sur ma slide. Alors ça, c'est hyper basique, mais c'est une grande vérité. C'est nettoyer les numéros. Alors ça, c'est on a une expression dans la texte, c'est quand on voit du code, donc quand on voit une fenêtre cassée, quand on passe devant, on la laisse pas casser, on la répare. Donc c'est pareil qu'en fait, quand on prospecte et qu'on voit un numéro erroné dans le CRM, on le supprime ou on essaie de chercher le nouveau numéro plus tard, potentiellement, mais on le supprime, on se détache de la valeur de la data qu'on a été chercher. Je sais que pour certains, c'est très dur de supprimer de la data, mais alors quand elle est erronée, il faut le faire. Ensuite, classifier la typologie des numéros. Alors, qu'est-ce que j'entends par là ? C'est de dire, tiens, ce numéro-là, c'est une ligne directe. Donc, je le tag comme une ligne directe. Tiens, ce numéro-là, en fait, il mène vers un SVI, serveur vocal interactif. Tapez 1, tapez 2, tapez 3. Tiens, celui-là, c'est le numéro du standard, etc. En fait, pourquoi ? Parce que ça permet après de prioriser et notamment de se dire, je vais plutôt appeler les lignes directes sur une session de prospection et faire que ça. Et les SVI, potentiellement, on les appellera plus tard quand on a de la vente passante. Donc voilà, c'est d'avoir ce niveau de détail. Et ensuite, scorer la joignabilité des numéros. Ça, c'est pareil. De se dire, tiens, on incrémente un petit compte sur les noms décrochés. Alors, il y a moyen peut-être de le faire automatiquement. Se dire, tiens, ce numéro-là, il décroche jamais. Potentiellement, je vais quand même essayer de moins l'appeler que d'autres et je vais prioriser les numéros qui répondent sur mes relances.
Donc tout ça, on peut le faire avec notre outil, on peut aussi le faire manuellement. C'est pour ça que on peut utiliser Starleads, mais on peut aussi le faire à la main. Est-ce que tu as déjà vu des gens qui avaient cette rigueur pour le faire à la main, pour de vrai? Franchement, j'ai jamais croisé d'entreprise qui avait un CRM propre sur cette partie-là, ou en tout cas aussi détaillé. Donc parce que ça demande une rigueur, c'est déjà compliqué pour certains commerciaux de mettre leurs notes ou de tracer toutes les interactions. Donc ouais. C'est assez rare, j'en ai pas croisé encore. J'aimerais, je souhaiterais. Parce que je souhaiterais discuter avec les gens qui sont assez fous pour le faire. Et dernier détail qui ne l'est pas, c'est mesurer les KPIs clés sur les sessions de prospection. Et ça, je le croise très souvent. Je croise des entreprises qui me disent non, moi, j'ai pas le taux de décroché. Et ça, c'est juste un red flag énorme. Le taux de décroché, c'est la première valeur, c'est la valeur top finale. Moi, ce que j'entends par taux de décroché, c'est le téléphone a répondu, on a eu le standardiste au bout du fil. Ensuite, la seconde KPI qu'on doit mesurer, c'est le taux de connexion. Donc, le taux de fois où j'ai été mis en relation via le standard avec mon décisionnaire ou quelqu'un de l'équipe. Et ensuite, la dernière KPI clé pour moi, c'est le taux de rendez-vous. Et en fait, en ayant ces trois KPI les unes à la suite des autres, on a un funnel et on peut se dire, bah tiens, pourquoi mon commercial n'a pas performé? Parce que en fait, on a un très bon taux de décroché, mais il ne dépasse jamais le barrage. Donc, il faut investir dans la formation. Il arrive à se faire mettre en relation, et par contre, quand il a quelqu'un au bout du fil, le décisionnaire au bout du fil n'arrive pas à prendre rendez-vous. Donc là, pareil, on va axer la formation sur ce point-là. Et donc, c'est hyper important de mesurer ces statistiques parce que ça va vous aider à savoir sur quoi il faut investir dans vos équipes commerciales et notamment sur la formation. Donc, c'est basique, mais hyper important. Pas si basique que ça, parce que quand on voit la faible proportion de gens qui s'appliquent ces bonnes pratiques, je pense qu'on peut se dire que c'est pas si basique que ça. Autre bonne pratique, préchauffer votre audience. Le cold mailing, c'est bien. C'est bien parce que ça permet à vos commerciaux, quand ils ont les bons numéros, quand ils arrivent à passer le barrage du standard, de pitcher directement les bonnes personnes. Donc, vous économisez énormément de temps dans votre cycle de prospection, évidemment. Mais pour autant, on le sait tous, c'est compliqué, c'est difficile. Et les entreprises qui performent le mieux en cold mailing, c'est les entreprises qui ont compris qu'il faut combiner ce canal téléphonique par d'autres leviers, notamment pour préchauffer votre cible. Évidemment, si vous travaillez dans une très grande structure qui a une très forte marque, une très forte légitimité sur votre audience, exemple, vous travaillez chez Google Cloud et vous essayez d'appeler des gens dans une DSI, c'est un peu plus facile que si vous êtes une startup, si vous êtes un challenger ou si simplement vous êtes une PME et sur lequel vous avez des dizaines et des dizaines de confrères qui proposent des services plus ou moins équivalents à vous. Et donc, le principe de base, évidemment, c'est toujours plus facile de décrocher son rendez-vous, de décrocher son appel qualifié quand votre audience, votre cible a déjà identifié votre marque et a déjà une opinion idéalement positive de votre proposition de valeur. Et pour ça, 3 pivots, 3 leviers possibles pour préchauffer votre audience. Premier levier, le social warming. Qu'est-ce que c'est le social warming? En 2 mots, c'est avant de passer votre coup de fil, votre commercial va passer un peu de temps dans les jours, semaines précédents, ces campagnes de cold calling, va passer un peu de temps, on va faire simple, sur LinkedIn, à interagir avec ses prospects, à rentrer en relation, à liker les posts, à les commenter. Probablement intéressant. Le seul problème là, c'est comment on fait ça d'un point de vue, comment on scale ce dispositif. Toujours très compliqué. Les solutions d'automatisation, malheureusement, on voit les commentaires arriver et la non-pertinence des commentaires se voit à des kilomètres. Donc, le social warming, c'est bien quand vous êtes vraiment sur une toute petite cible sur laquelle vous pouvez investir du temps dans la centaine de personnes que vous voulez prospecter ce mois-ci. Deuxième niveau, les ads ciblés. Donc là, on est sur une logique où aujourd'hui, il y a la possibilité que ce soit sur LinkedIn, mais également sur de la pub plus classique comme Google, de pouvoir choisir son audience et notamment faire de la publicité, ce qu'on appelle account-based advertising, c'est-à-dire que vous pouvez
choisir d'afficher votre publicité uniquement sur les collaborateurs d'une entreprise. Bon, techniquement, comment ça marche? C'est une histoire d'IP et une histoire de savoir que telle personne, quand elle va sur Internet, en fait, elle travaille dans telle structure. Aujourd'hui, il y a des solutions qui vont vous permettre d'exposer de la publicité uniquement sur les entreprises que vous êtes en train de prospecter. Ça peut être intéressant. Une fois de plus, il y a des limites. Si vous prospectez des très grandes structures sur lesquelles vos personas sont bien définis, exemple, vous prospectez des ETI, vous prospectez des filiales du SBF 120 et que vous allez essayer de prendre des rendez-vous avec le directeur de la transfo, le directeur digital, le directeur marketing, c'est sûr que vous allez chercher à identifier 1, 2, 3 personnes dans des structures de plusieurs milliers. Là, la pub, ça marche moins bien. À l'inverse, si vous travaillez de la PME, vous avez un peu plus de chances de tomber sur les bonnes personnes. Nous, le levier qu'on préfère chez Nomination, c'est le nurturing par email. Pourquoi? Parce que le nurturing par email, en fait, vous choisissez les interlocuteurs que vous allez préchauffer. Vous choisissez les interlocuteurs à qui vous allez exposer votre contenu, votre marque. Et pour ça, finalement, les deux outils de cold mailing d'un côté, cold calling de l'autre, peuvent vraiment bien s'articuler, se répondre l'un à l'autre. Et nous, ce qu'on aime beaucoup faire, c'est faire du cold mailing, mais sans demande de rendez-vous. Un truc qui généralement fait un peu hurler les gourous du cold mailing. Mais pourquoi tu proposes pas un rendez-vous? Parce que justement, l'idée, c'est de maximiser la consommation du contenu. Donc, on n'envoie pas de contenu avec des formulaires, on s'en fout. On a déjà les adresses mail des gens puisqu'on leur envoie un email. Donc, l'intérêt de faire des formulaires est assez limité. Mais si vous avez ce programme-là, vous envoyez de manière régulière avec une intensité assez limitée, une fois tous les 15 jours, une fois toutes les 3 semaines, un contenu pertinent qui s'enchaîne. Vous allez voir que mécaniquement, la performance de vos appels téléphoniques va forcément s'améliorer de manière très significative, tout simplement parce que la personne aura déjà entendu parler de vous et aura probablement une image plus positive et sera plus enclin à accepter les quelques minutes de call avec votre commercial. On parle 06, on parle les mythes du 06, Anthony? Oui, on va parler des... Alors, on a les gourous du 06 sur LinkedIn. C'est un canal qui est très puissant, mais qui, à mon sens, incomplet. Pourquoi? Déjà, première statistique, quand on regarde des outils d'enrichissement de mobile, généralement, et je me suis renseigné avant sur... J'ai quand même sondé... on est environ 40% d'enrichissement mobile sur un fichier en moyenne. Et encore, on n'est peut-être pas sur 40% de numéros qui sont totalement justes. Et donc, quand on part de ce postulat-là, on se dit qu'il y a 60% de notre cible qu'on va peut-être mettre de côté si on fait que du 06. Parce que si on est fanatique du 06, on va passer à côté de 60% de sa cible. Et pourquoi moi, je dis que c'est important de prospecter sur standard? C'est parce que sur les 60% du fichier qui est restant exploité, sur standard, on a la possibilité, quand on appelle le standard, de qualifier des informations. Donc, potentiellement, d'avoir des informations discriminantes qui vont faire qu'on va disqualifier l'entreprise de sa session de prospection et de se dire, tiens, cette entreprise-là, c'est pas la bonne, on va la sortir. Ou potentiellement, cette entreprise-là, elle a un sacré potentiel, on va la prioriser et on va notamment pouvoir appeler peut-être, envoyer un email personnalisé en disant, j'ai eu quelqu'un au standard, j'ai vérifié telle information. Pour nous, ça a du sens qu'on parle ensemble parce qu'on peut potentiellement vous aider. Encore qu'il faut qu'on valide d'autres informations. Quand on se fait mettre en relation par le standard, ça arrive, malgré tout, ça arrive. Quand on est mis en relation par le standard, ça nous donne de la légitimité. Pourquoi? Parce que généralement, les standards ont aussi une vision, dans certaines entreprises, des enjeux actuels. Parce qu'ils prennent en entrée tous les appels, que potentiellement des concurrents ont déjà appelé, que ci et ça. Et donc, quand on est mis en relation, potentiellement, c'est déjà une première étape de passer. Et aujourd'hui, le standard, c'est un canal qui commence à être sous-exploité, car beaucoup d'entreprises privilégient le mobile. Et ça, c'est un écho, je salue Kevin de Sextonic, je fais sa pub au passage, qui me disait que sur certaines campagnes, il avait un taux de transformation plus important sur standard, parce que c'est un canal qui commence à être sous-exploité et que beaucoup de monde travaille les mêmes prospects sur mobile. Donc, ça laisse de la place aux autres. Et je vais juste faire une petite parenthèse sur le coût aussi de l'information du mobile, qui est une information qui coûte assez cher. On doit être aux alentours de 80 centimes, 1 euro.
le coût de l'information du mobile. Donc c'est une information qui coûte cher et du coup c'est à mon avis à gérer avec parcimonie pour pas exploser ses coûts de prospection. Et de l'autre côté, j'aime bien faire ce comparatif-là. J'aime bien comparer les taux de décroché entre mobile, standard et standard Extraviz. Donc mobile, on va avoir un taux de décroché de 15 à 20%. Et donc le taux de décroché, c'est aussi le taux de connexion, parce qu'on a le décisionnaire au bout du fil. Donc on est à 15-20% de taux de décroché de connexion. Sauf que sur mobile, quand on a quelqu'un au bout du fil, on n'a qu'une chance. C'est-à-dire que j'espère que le commercial a les bonnes informations, qu'il saura être percutant et que le fichier était qualitatif pour qu'il puisse aller transformer. Sur standard, en général, on est plutôt aux alentours de 50 à 60% de taux de décroché. Et donc derrière, c'est pas notre taux de connexion puisqu'on a ce qu'on appelle le barrage secrétaire. Donc j'aime pas ce terme parce que j'ai l'impression d'avoir le secrétaire devant nous qui nous laisse pas passer, mais il faut le valoriser pour pouvoir dépasser ces barrages-là. Mais du coup, on est entre 50 et 60%. Après, le taux de décroché dépend de la cible, dépend du commercial aussi à pouvoir dépasser ces barrages-là. Donc voilà. Et après, on a standard avec StarLeads, préqualification StarLeads. Et nous, ce qu'on constate, c'est qu'on fait passer le taux de décroché de 50 à 60%, de 75 à 90%. Et donc là, on commence à rentrer quand même sur des choses qui sont intéressantes parce que sur 10 standards contactés, il serait pas déconnant, si on a un taux de 90%, d'être mis en relation 1 à 2 fois et de retomber sur les mêmes taux que le mobile, voire supérieurs, mais avec la chance en plus de qualifier de l'information via le standard et d'avoir une démarche qualitative ensuite. Si on n'a pas de mise en relation, d'appeler le mobile en disant j'ai appelé le standard, j'ai eu un tel, j'ai validé telle information. C'est pour ça que je me permets de vous appeler sur votre mobile aujourd'hui. Donc voilà, je pense qu'il faut jouer sur les différents canaux. Il faut jouer aussi sur les horaires. Le mobile potentiellement c'est hyper intéressant sur certains horaires, beaucoup moins sur d'autres. Et on peut jouer comme ça sur les différents canaux. Donc moi je les oppose pas, je dis plutôt que c'est complémentaire, mais le mobile c'est pas magique, le standard non plus, mais les deux ensemble c'est très puissant. Je te confirme, nous, chez Nomination, pendant longtemps, on n'avait pas de mobile dans notre base de données en qualification, puisqu'on était plutôt sur les lignes directes, parce que pendant très longtemps, le mobile on considérait ça comme un peu trop intrusif. Le Covid, le télétravail, les changements d'habitude ayant passé par là, aujourd'hui, il est de plus en plus courant que des entreprises, notamment dans des moyennes et des grosses, suppriment les lignes directes. Il y a quelques années, tous les directeurs de France avaient une ligne directe. Aujourd'hui, c'est de moins en moins le cas. Donc, ils basculent sur des mobiles pro. J'insiste sur ce côté mobile pro. Et donc, nous, effectivement, quand on qualifie des mobiles pro, on est à moins de 40% d'enregistrement. On est plutôt aux alentours de 20. Tout simplement parce que une fois que vous avez le numéro de téléphone, que vous avez récupéré à droite ou à gauche, le sujet, c'est est-ce que ce téléphone est vraiment attribué à Anthony? Première question. Là, déjà, on en enlève un certain nombre. Deuxième question, Anthony, est-ce que tu utilises bien ce numéro de téléphone dans un cadre professionnel? Parce que si Anthony n'utilise pas ce téléphone dans un cadre professionnel, autant vous dire que recevoir un appel de prospection sur son téléphone perso, peut-être que ça décroche, mais le taux de prise de rendez-vous derrière, il est proche du néant. 2, vous abîmez votre marque vis-à-vis de ce décisionnaire, vis-à-vis de son entreprise. Et 3, n'oublions pas, il y a un petit truc qui est arrivé il y a maintenant 5 ans qui s'appelle le RGPD qui vous oblige normalement à faire à peu près attention avec ce genre de data. Tu as tout dit. Donc, pour résumer, le mobile, c'est pas non plus magique. Je me bats contre ça quasi tous les jours, moi, quand je croise des entreprises. Donc, je vais pas jusqu'à changer leur process, mais un peu d'éducation sur le sujet, ça fait pas de mal. Et ne pas oublier que généralement, il faut prospecter sur des canaux aussi qui sont un peu moins utilisés, parce que sinon, on perd de la performance. Et n'oubliez pas d'être pertinent et d'être adapté en fonction de votre audience. On prospecte pas de la même manière un DAF dans une entreprise industrielle qu'un directeur commercial. Évidemment, tous les DIRCO utilisent leur téléphone mobile à des fins professionnelles. Donc eux, vous pouvez les prospecter sans trop de soucis. À l'inverse, j'ai déjà croisé des gens qui essayaient de prospecter des directeurs juridiques sur leur 06. C'était
c'était quand même pas très très sympathique, avec énormément de menaces de procès, de dénonciation à la CNIL, ce genre de choses. Alors évidemment, on prend les extrêmes, mais c'est pour illustrer, et je reviens sur ce que tu disais, Anthony, le 06, c'est ni plus ni moins qu'une arme supplémentaire à utiliser à bon escient. Dernier point important pour performer en cold calling, c'est la notion de contexte. Alors finalement, tu nous as donné pas mal d'illustrations, d'exemples, Anthony, où l'appel au standard permettait finalement de recontextualiser la conversation que vous allez avoir avec votre cible finale, idéalement le décisionnaire. Nous, on avait mené une étude il y a quelques mois de ça auprès de direction commerciale pour leur demander finalement d'essayer d'évaluer leur performance en termes de prise de rendez-vous entre de l'appel à froid classique, le cold mailing sans trop de contexte, et puisque on aime bien le mot smart, donc on le met un peu à toutes les sortes, le smart calling, qui est ni plus ni moins que prospecter en utilisant des signaux d'achat. Finalement, ne pas prospecter complètement à froid, mais avec suffisamment d'input sur la personne, sur l'entreprise, sur son contexte, pour avoir une conversation qui tout de suite est personnalisée et qui n'est pas juste le pitch standard d'un call center qui débite à longueur de journée son script. Il a beau être bien écrit, évidemment, c'est moins performant qu'un commercial intelligent qui ajuste son discours. 3 exemples de signaux d'affaires qui peuvent être, de signaux d'achat, qui peuvent être intéressants. Le premier signal qui est étonnamment très souvent oublié, non utilisé par les entreprises, c'est la notion de consolidation des interactions de vos prospects avec vos contenus. Aujourd'hui, la plupart des boîtes ont mis en place des stratégies d'inbound. Énormément d'entreprises ont des blogs, ont des livres blancs, ont des lead magnets pour certaines, et vous allez récupérer des gens qui vont laisser leurs coordonnées en échange de vos contenus. Mais on se rend compte qu'il y a extrêmement peu d'entreprises qui font le regroupement dans une vision entreprise. C'est-à-dire que s'il y a 3-4 personnes dans une même structure qui interagissent avec votre contenu, ça veut probablement dire qu'il est en train de se passer quelque chose, qu'il y a un sujet en cours chez ce client et que ce client est en train de finalement rechercher des fournisseurs, rechercher un nouveau prestataire. Et quand ça arrive, souvent il n'y a pas une personne qui est impliquée, mais il y a plusieurs personnes qui font chacun leur veille. Si vous avez des outils qui vous permettent de consolider les interactions de vos prospects avec vos contenus, ça peut être déjà ce qu'on appelle en first party, un premier niveau de signal d'achat pertinent. Deuxième niveau, c'est de regarder l'actualité des entreprises. Si par exemple vous vendez des ERP à des entreprises industrielles, bon déjà vous n'avez pas de bol parce que c'est pas évident, mais si vous vendez des ERP à des entreprises industrielles, un de vos gros sujets c'est de dire quand est-ce qu'une entreprise change d'ERP. La réponse c'est quand elle est obligée, parce que personne n'a envie de changer de système d'information, personne n'a envie de changer de CRM, et les ERP c'est encore pire. Quel pourrait être le signal qu'une entreprise peut avoir besoin de changer d'ERP ? Par exemple, une boîte qui en rachète une autre se retrouve avec 2 systèmes d'information et souvent, c'est le moment où se pose la question de on garde notre ancien, on prend celui de la boîte qu'on a racheté ou on en fabrique un nouveau. Si vous avez l'information que tel ETI industriel a racheté une boîte dans les dernières semaines, si vous appelez le DSI, vous pouvez non pas arriver avec un truc qui est « Bonjour, je voudrais vous faire une démo de mon ERP », mais plutôt on a une méthode qui permet d'arbitrer entre un ERP existant puis un ERP cible. Est-ce que vous voudriez que je vous partage quelques business cases de cette nature-là ? Vous allez voir que la perception de votre interlocuteur sera évidemment pas du tout la même, donc entre l'appel à froid et puis cet appel contextualisé. Donc ça, c'est l'actualité des entreprises. Troisième niveau, un peu plus sophistiqué, un peu plus tech pour aller chercher des signaux d'achat, c'est tout ce qui est intent data, IP tracking. Aujourd'hui, il y a des choses assez rigolotes qu'on peut faire. Par exemple, on peut consolider la consommation de contenu de tous les collaborateurs d'Anthony chez Starleads. Et par exemple, en ce moment, peut-être qu'on va voir qu'il y a une tendance à l'augmentation des recherches sur comment recruter un bon DIRCO. Je blague parce qu'on parlait de ça avec Anthony un peu avant le webinaire. Et donc,
Aujourd'hui, on a la capacité d'avoir des outils qui vont traquer la consommation de contenu de tous les collaborateurs d'une entreprise, associer ces contenus à des mots-clés, et ensuite, par des algos assez simples, on parle même pas d'IA, de détecter des augmentations de tendance, et donc des augmentations de consommation de contenu. Autre exemple, si dans une entreprise, il y a tout d'un coup une consommation de contenu sur des sujets de cybersécurité qui augmente, ça veut dire que on en revient à ce qu'on se disait, l'entreprise est en train de s'interroger sur cette thématique. Il y a des collaborateurs dans l'entreprise qui sont en train de rechercher de l'information, et on le sait tous, la recherche d'information, c'est l'étape zéro d'un process d'achat. Donc, si vous avez des outils qui vous permettent de détecter ces signaux d'intent data, vous pouvez, une fois de plus, ensuite enchaîner avec un appel, non pas à froid, mais un appel contextualisé qui vous permet d'être plus pertinent et d'aller chercher nettement plus de performance. Tu as déjà essayé, toi, Anthony? Ouais, nous on a tenté des choses, notamment ce qu'on faisait, on avait développé un robot qui appelait les standards pour récupérer de l'information de valeur pour nous. C'était est-ce que les commerciaux font des appels de prospection, est-ce qu'ils appellent sur du standard et le nombre de standardistes. Et après on appelait uniquement les entreprises qui avaient répondu oui à tout. Et on avait multiplié notre taux de rendez-vous par 3 sur la liste vraiment ciblée. En fait, c'est sur ça que je voulais rebondir quand je vois ta slide. C'est sur la valeur de l'information. Aujourd'hui, il y a plein de personnes qui disent oui, moi j'automatise mes messages de prospection avec du GPT, etc. Ok, c'est cool. Sauf que si on lui donne pas des informations de valeur qui sont difficiles potentiellement à aller chercher des fois, ça n'a aucun sens. Juste dire tiens, j'ai vu ton post, c'est cool. Ça a très peu de valeur. Ce qui compte pour être pertinent, c'est aller chercher de l'information qui a de la valeur, qui va être percutante et où la personne va se dire tiens, mais comment ils savent ça, ou ils se sont bien renseignés, ils ont fait un travail en amont avant de m'appeler. Voilà, moi c'est la démarche qu'on a nous quand on prospecte chez StarLead, et c'est je pense comme ça que on peut aussi redonner raison de la prospection à froid, c'est en cherchant un peu et en n'allant pas à la facilité à chaque fois en se disant tiens, l'IA va tout faire. C'est clair, contextualiser, être bien préparé, savoir pourquoi on appelle cette personne, pourquoi vous m'appelez aujourd'hui, qu'est-ce que vous avez identifié qui fait que aujourd'hui c'est le bon moment pour qu'on se parle. Si vous avez la capacité de répondre à cette question, globalement, vous avez la capacité à vraiment décrocher des rendez-vous intéressants et des rendez-vous non pas un peu forcés, mais des rendez-vous qui derrière vont générer du pipe sonnant et trébuchant, parce qu'à la fin de la journée, c'est comme ça qui compte. Je crois qu'on arrive à la fin de notre webinaire. Vous avez été assez silencieux dans les questions, mais à la limite, j'ai tendance à dire, on va parier sur le fait qu'on ait été hyper clair dans ce qu'on a raconté, Anthony. On va partir de ce principe-là. L'autre option, c'est qu'on a été soporifique et qu'on vous a pas intéressé, mais on va dire que cette option n'est pas sur la table. Si vous avez des questions, avec plaisir pour y répondre. On va vous laisser quelques instants. En tout cas, Anthony, merci beaucoup d'avoir pris le temps de passer, d'avoir pris le temps de faire un peu de data crunching dans ta data pour nous sortir des taux qui sont quand même. Moi, je retiens 40% des personnes ne décrochent pas, violent, et le taux de décroché sur mobile 15 à 20%, violent aussi. Violent, mais ce qui nous oblige à être toujours plus pertinent et plus sharp dans notre approche commerciale. Ce que je retiendrai de ça, c'est que faut pas toujours croire les vérités qui sont dites sur les réseaux. Normalement, c'est quand même beaucoup plus complexe que ça. La prospection, c'est pas simple. Et du coup, dans une stratégie commerciale, il faut toujours un peu creuser plus loin pour sortir. Et c'est important d'être analyste, d'avoir une vision analytique de sa prospection. Alors, question de Vincent sur le sujet. Pardon, Anthony. Question de Vincent sur la consolidation des interactions des prospects avec le contenu. Là, la mécanique, c'est que souvent, les téléchargements sont importés dans les CRM sous forme de leads, et les leads sont générés au niveau du contact, mais vous n'avez pas de vision consolidée sur l'entreprise. Par exemple, HubSpot le permet de manière un peu native, ça ne source pas du tout, mais si vous consolidez les téléchargements au niveau de l'entreprise, vous allez pouvoir visualiser
des prospects qui ont plus d'intérêt, qui manifestent collectivement de l'intérêt à votre contenu. Et là, ça veut probablement dire qu'il est en train de se passer quelque chose et qu'il faut probablement prioriser l'exploitation de cette entreprise-là versus les autres. Exactement, Vincent. Un lead personne physique, on consolide les leads sur une personne morale pour avoir une vision. Parce qu'à la fin de l'histoire, certes, on discute avec un décideur, mais c'est bien une boîte qui nous achète. Et donc, c'est bien cette logique-là qu'il faut avoir, jongler entre ces deux notions. Quel est le taux d'exactitude des nominations, des changements de poste? Alors, chez nous, j'ai tendance à dire 100%, puisque chaque fois qu'on détecte une nomination, c'est qu'on a eu un enquêteur qui a eu au téléphone l'entreprise. Alors, si c'est une grosse boîte, c'est le service de la com externe. Si c'est une plus petite boîte, c'est la personne en direct ou son assistant. Donc, chez nous, le taux de fiabilité est assez élevé. Ensuite, est-ce qu'on identifie toutes les nominations de France? Malheureusement, non. Mais pour vous donner un ordre d'idée, on doit en détecter à peu près 30 000 par an, donc ce qui fait déjà une base de travail intéressante sur le sujet. Moi, ce que je vois de l'enjeu des fournisseurs data B2B, c'est le nombre de passes de vérification à faire dans l'année. Je pense que Nomination est plutôt bien équipée sur ce sujet-là avec notre solution. Donc, ça permet de vérifier quand même de manière assez régulière les changements de poste. Pour vous donner un tout petit peu, pour ouvrir un peu le capot, nous, on utilise effectivement la solution Starleads pour appeler des standards et des lignes directes pour détecter des incohérences de data. Et quand une incohérence de data est détectée, on fait rappeler en fait une personne physique qui va faire une démarche de qualification approfondie. Donc nous, on se sert vraiment de la solution d'Anthony pour détecter des anomalies data, pour ensuite être capable d'aller la résoudre. Et pour la résoudre, on a besoin d'un humain qui a une conversation parce que les interactions pures, digitales, pures IA, évidemment, ça ne fonctionne pas. Alors, Conrad, une question. Est-ce qu'il y a un schéma de prospection qui fonctionne mieux que d'autres? J'ai tendance à dire, et ça va pas vous plaire, ça dépend. Ça dépend de votre offre, ça dépend de votre proposition de valeur, ça dépend de votre cible, ça dépend du moment dans l'année, ça dépend d'énormément de choses. L'idéal, c'est de tester diverses approches et de voir ce qui fonctionne le mieux pour vous. Et malheureusement, une fois qu'on a trouvé ce qui fonctionne le mieux, généralement, le mois d'après, on recommence parce que ça bouge. On n'est pas sur de la science exacte. Enfin, je ne sais pas si tu es OK avec moi, Anthony, mais moi, on est sur le tâtonnement permanent. J'aime à dire que ça dépend aussi du commercial. Certaines méthodes de prospection ne vont pas à tout le monde. Certains sont moins à l'aise. Donc, quand on rajoute en plus la dimension humaine, il n'y a rien de facile là-dedans. Et c'est pour ça que je dis qu'il faut avoir une vision analytique. C'est mesurer les performances de ces sessions de prospection, de sa prospection, pour après se dire, tiens, je vais comparer la semaine suivante en faisant des changements et ainsi avoir un référentiel. Donc, une fois qu'on a dit ça, derrière... Bon, et après, pour vous répondre, Conrad, nous, ce qu'on observe chez nous qui fonctionne pas trop mal, c'est des séquences de call mailing de type nurturing, de 3 messages sur 2 mois. Ensuite, des appels téléphoniques par l'équipe commerciale sur des sessions de phoning qui durent sur à peu près 1 mois pour essayer d'avoir des touches à des moments différents. Et ensuite, à la fin de tout ça, on recycle avec des campagnes de demande de rendez-vous. Voilà un peu notre approche. Je crois qu'on arrive au terme du timing qu'on s'était fixé. Merci à tous d'avoir été là. Merci aux quelques courageux qui ont bien voulu participer à la session de questions-réponses. On vous envoie en fin de webinaire le replay et puis on fera notre job de vous envoyer aussi un peu de contenu pour vous nurturer, pour vous donner envie ensuite de nous demander un rendez-vous pour pouvoir vous présenter nos solutions respectives. Merci beaucoup, Anthony, pour tout ce que tu as partagé ce matin. Merci à toi, Benoît, pour l'invitation. Ça me faisait super plaisir de se parler de ce sujet.
Et oui, on essaiera de faire d'autres webinars sur ce sujet ou sur d'autres thématiques, puisque le call mailing est un sujet passionnant et qu'on n'a évidemment pas du tout couvert dans son intégralité ce matin. Bonne journée à vous. Salut Anthony. Salut.